Honorables invités et distinctions respectifs, soyez les bienvenus dans cette salle. Au nom du directeur exécutif du CGD, Dr Thomas, et du conseil d'administration, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à ce dialogue démocratique. Nous allons débattre avec des panélistes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Donc, sans tarder, je m'en vais remettre la parole au modérateur du jour, Monsieur Kalifara Séré. Bon, ben, de la droite vers la gauche, professeur Thomas, Zongo, c'est ça, hein? Marcel, Relwende Marcel Zongo, voilà. Professeur de droit communautaire, enseignant à l'université Thomas Sankara et président de la société burkinabé de droit constitutionnel. Le colonel Alou Barayoko, qui est le directeur de la formation de l'école de maintien de la paix de Bamako. Le professeur Nare, qui est professeur de droit public, ancien membre de la Cour constitutionnelle et ancien membre de la Cour des comptes au Niger. Voilà. Et enfin, le doyen Ouedraogo Idrissa, c'est le doyen des facultés d'économie en fait, au Burkina Faso. C'est le doyen des enseignants d'économie. Voilà. Alors, il est macroéconomiste et puis voilà. Donc, ce sont des gens habitués à enrichir les débats que le CGD a la bonne idée d'installer. Donc, pour les questions, peut-être que nous pouvons structurer les débats ou peut-être que nous pouvons ne pas structurer et prendre par rangée. Mais ce que nous souhaitons est que le CGD a pris le soin, et c'est très judicieux, je pense, a pris le soin d'inviter des parties qui, pour moi, sont des parties prenantes et ou des parties tenantes de débat national. On a la présidente du FASO, par exemple, on a les ministères tels que les Affaires étrangères, la cohésion sociale et humanitaire, on a le ministère de l'administration territoriale. Est-ce que j'en oublie? Ce serait intéressant qu'on les entende, par exemple, s'exprimer ou dire, voilà, soit approuver ou suggérer, ou etc. Ce serait bien. On a les partis politiques, des parties prenantes très importantes donc, dans notre devenir. Nous avons les organisations de la société civile. Ce serait quand même dommage qu'au cours de tour de table, n'ayons pas pu entendre les organisations de la société civile. Et puis les étudiants. Voilà. Donc, pour ne pas léser, et puis même des personnes ressources qui pourraient intervenir, par exemple. Alors, moi, je fais une suggestion. On peut prendre composante et prendre une liste par composante. Si après on a le temps, on ouvre à tout le monde en ce moment. La deuxième partie. Bouddha Seydou a la parole. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par remercier tous les panélistes ainsi que le modérateur pour ces brillantes interventions qui participent de la formation et de l'organisation de la réflexion stratégique autour des questions d'intérêt national et régional. Et axer mon intervention, ma petite contribution, simplement sur ce que j'appellerai le mérite de la CEDEAO versus le mérite de l'AES. Alors, la CEDEAO est une organisation cinquantenaire et les 3 pays membres de l'AES sont des membres fondateurs de la CEDEAO. Le simple fait d'avoir été des membres fondateurs et d'y avoir adhéré jusqu'à nos jours a produit des effets sur tous les plans, politiques, juridiques, économiques, culturels, démographiques et tout ce qu'on veut. Ça a été un brassage de 50 ans. Donc, la décision de quitter cette organisation cinquantenaire
a été le fait du prince. Donc, et les populations restent interrogatives sur les acquis. La libre circulation des biens et des personnes, le libre établissement dans l'espace communautaire, les économies d'échelle, et le fait que la CEDEAO soit, on va dire, la première organisation sous-régionale au sens de l'Union africaine en matière d'intégration, c'est la première puissance économique du continent, c'est la première puissance démographique, et c'est de loin l'espace le plus dynamique et le plus exemplaire de toutes les organisations régionales que compte aujourd'hui le continent africain. Donc, ces projets, comme les projets intégrateurs, comme que ce soit du côté routier, les infrastructures, que ce soit du côté de l'électricité, où le Power Pool régional est en train d'organiser le marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest, où tous les réseaux seront interconnectés et les surplus mis sur le Power Pool régional, tout ça sont des avantages. Donc, ce qu'on peut dire, en conclusion, c'est que la CEDEAO, c'est d'abord la géographie pour les pays membres de l'AES. Et la géographie, ce n'est pas tous les jours qu'on peut la bouger. Elle est là, c'est la profondeur stratégique de l'ensemble des pays de l'AES. Et comme l'a dit le doyen Idrissa, 15, c'est supérieur à 3. Et ça, c'est arithmétique en fait. Et il sera difficile que, en termes de performance économique et autres, l'échelle de 3 fasse autant que l'échelle de 15. Merci. Et si nos dirigeants se réclament du panafricanisme, c'est vraiment pas le moment de donner un coup de boutoir à une organisation panafricaine comme la CEDEAO. Okay. Donc, je pense que le mérite principal des dirigeants de l'AES, c'est d'être montés aux barricades. Je pense qu'à partir de ce moment, la CEDEAO, ils ont marqué définitivement l'histoire de la CEDEAO. La CEDEAO ne repartira plus jamais aux erreurs qu'elle a commises jusque-là. C'est une autre CEDEAO qui va commencer... Sans vous interrompre, c'est bon, on a compris. Hein. D'accord, ok, voilà. Merci bien. Et si vous n'avez pas été ministre, ambassadeur, chargé de la Banque mondiale, vous ne pouvez pas avoir le même temps d'antenne, le même temps de parole que lui, les 2 minutes. Donc, vous avez compris le privilège qu'il a eu. Donc, je donne la parole à mon ami Sango, docteur Sango. Merci beaucoup, grand frère. Il peut avoir une demi-seconde de plus, peut-être. D'accord. Moi, je crois que le grand absent de ce matin, parmi les panélistes, c'est la politique. Ils ont abordé le sujet, mais je pense qu'il manquait un panéliste pour analyser les implications politiques de la sortie. Parce que c'est ça l'enjeu, en fait. Ces 3 pays sont partis parce qu'ils ont des projets politiques et la CEDEAO, rester à la CEDEAO, va empêcher la réalisation de cet objectif. Ce n'est pas autre chose. Et c'est la réponse de la CEDEAO. Lorsque les experts de la CEDEAO se sont réunis, ils ont dit non. La vraie raison, ce sont les sanctions. Donc, j'ai l'impression, et même quand vous écoutez les soutiens de ces régimes sur des plateaux, comme Alain Foucault, il dit non, le rôle de la CEDEAO, ce n'est pas de faire de la
la politique, c'était l'économie. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'intégration politique? Est-ce que l'intégration politique par la démocratie, ce n'est pas un objectif que la CEDEAO doit poursuivre? J'ai l'impression que c'est sur ces deux points-là, c'est surtout sur ce point qu'ils ne s'entendent pas. J'ai été très heureux d'écouter le colonel Bagayoko. En tout cas, il a dit des choses, nous ici, on ne nous dit pas. Voilà. Moi, j'étais vraiment content de sa communication. Et quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe au sein de l'AES. Les pays de l'AES, ils utilisent la souveraineté dans le discours pour revendiquer. Mais en même temps, ils oublient que la souveraineté, c'est le peuple. En d'autres termes, ils n'ouvrent pas le débat avec le peuple sur des questions aussi importantes. Les problèmes que vous évoquez, ce sont des problèmes politiques. Il faut en parler avec les hommes politiques. Merci. Je finis avec une suggestion pour les organisateurs. Moi, je pense qu'il faut susciter, il faut aller chercher les financements. Peut-être que le ministre Bouddha peut vous aider. Moi, je pense qu'il faut, et ça peut-être avec l'onction des deux, le professeur Naré et le professeur Idrissa, moi, je pense qu'il faut écrire un ouvrage sur la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas connue. La CEDEAO, succès et insuccès, de façon provisoire. Il faut que les scientifiques aussi jouent leur rôle. On ne joue pas, on écrit nos articles pour avancer, mais les autres problèmes-là, on ne les aborde pas suffisamment. Moi, je crois qu'on peut écrire un ouvrage. CEDEAO, succès et insuccès. On peut s'intéresser à la construction de la démocratie au sein de la CEDEAO. On peut écrire des ouvrages collectifs. Moi, dans l'urgence, je demande au CGD de prendre le leadership sur la rédaction d'un ouvrage sur le CEDEAO et d'ouvrir un autre débat sur la question du nucléaire. Il y a beaucoup d'enjeux autour de la question. Les enjeux environnementaux, il y a beaucoup de questions. Il faut qu'on en parle. Même les autres États de la CEDEAO, là, ils sont intéressés. Les pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont nos voisins, vous installez une centrale, demain s'il y a un problème, ils sont forcément concernés. Il faut ouvrir un débat sur la question. Je vous remercie. Vraiment, je m'excuse. Les suggestions sont consignées. Les recommandations sont consignées. Monsieur Roufaï. Ok, merci après, pour la parole. Après, vous allez me dire les origines de votre patronyme en off, dehors, quand on aura fini la session. Ok. Moi, personnellement, c'est une inquiétude que je vais soumettre à l'endroit de tous les panélistes. Parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur. Vu que, lors du retrait de nos États de la CEDEAO, il n'y a pas eu une consultation nationale, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, quelles sont les dispositions que les pays de l'AES sont en train de prendre pour alléger la souffrance de la population au cas où le retrait sera vraiment effectif. Parce que quand j'ai lu le rapport du dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, on voit que les conséquences du retrait sont énormes par rapport à notre appartenance dans la CEDEAO. Si je prends par exemple le cas du passeport de la CEDEAO qu'on utilise, les programmes et projets du développement financés par la CEDEAO à hauteur de plus de 500 millions de dollars. La question du chômage, puisqu'il faut le dire, il y a plus d'1 million de personnes qui travaillent dans les institutions de la CEDEAO qui relèvent des pays de l'AES. Mais aussi, s'il faut lutter contre le terrorisme, s'il faut être en opposition encore avec la CEDEAO, connaissant très bien le contexte de nos sociétés et la fragilité, je m'excuse du terme, de nos États, est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Parce que nous avons en face de nous une population qui attend beaucoup de nous. Merci. Et non, je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Oui, 1 minute. Oui,
Puisque moi, mon inquiétude, c'est quoi? C'est ma population. Parce que quand la population va commencer à souffrir, hein, nous savons très bien que certains seront capables de se retirer pour nous voiler la face et puis nous laisser en train de souffrir. Merci. Maintenant, j'ai une question à l'endroit de professeur Zongo et puis de professeur Naré. Est-ce que, d'un point de vue juridique et institutionnel, est-ce que l'AES a une reconnaissance à l'échelle internationale? Est-ce que l'AES peut partir devant le tribunal des Nations Unies pour prendre la parole, parler au nom du peuple de l'AES, et puis ils vont avoir gain de cause? Je vous remercie. Jacques Teguera, donnez le micro à côté. Bien, merci donc au modérateur et merci à l'ensemble des panélistes pour la qualité de leur présentation. J'en ai été fortement gratifié depuis hier. Je voudrais être bref au regard du nombre d'intervenants. Je voudrais demander à l'ensemble des panélistes si la décision de se retirer de la CEDEAO, est-ce que c'est vraiment une décision mûrie ou bien c'est juste un coup de tête émotionnel que l'on tente d'étoffer, d'habiller par des arguments discutables comme je l'ai entendu depuis hier. Est-ce que c'est votre impression ou la conviction que ce n'est pas l'arrivée des échéances que les pays de l'AES se sont eux-mêmes fixés ou qu'ils ont convenu avec la CEDEAO, est-ce que ce n'est pas l'arrivée de ces échéances-là qui les a poussés à faire ce coup de gueule? Ça me rappelle un peu les jeux de table de belote, où quand vous perdez souvent à un moment donné, mais l'un des joueurs, pour tout brouiller, il tape sur la table, il renverse tout, donc il crée un incident pour brouiller les cartes. Et on est obligé de rebattre les cartes. Je me demande si ce n'est pas cette situation dans laquelle nous nous sommes trouvés face aux échéances. Ma deuxième petite question, c'est qu'il y a différents acteurs dans ce jeu aujourd'hui, le terrorisme. Il y a eu les organisations militaires internationales qui se sont coalisées pour nous aider. Et ensuite, il y a eu les régimes militaires qui sont intervenus parce qu'on a constaté, parce qu'ils disent que les régimes civils qui étaient là n'ont pas eu la compétence, la capacité de faire face à la crise sécuritaire. Mais aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a un quatrième acteur qui peut-être est un peu diffus et qui fait que je me demande, est-ce que de façon endogène, est-ce que les dirigeants actuels de tous les pays, est-ce qu'ils ne sont pas pris en otage par cet acteur-là qui est souvent sur les plateaux de télévision, dans les différents débats, et qui peut-être utilise ces pays comme un champ d'expérimentation pour un néo-panafricanisme et qui nous jette peut-être dans les griffes d'autres puissances qui, pour l'instant, ont l'intelligence comme le chat de rétracter leurs griffes en attendant d'être vraiment sûrs d'attraper la proie. Merci. Je vous remercie. Merci. À gauche ici. Bon, chez moi, je crois que ça va être beaucoup plus rapide parce que déjà, il y a plusieurs de mes préoccupations qui ont été prises en compte par le professeur Sango et puis le dernier intervenant. Mais ceci étant, je voudrais poser la question pour savoir, avec les éléments essentiellement sécuritaires qui sous-tendent la création de l'AES, est-ce qu'en greffant des éléments socio-économiques, quelle mutation, parce que ça devient une mutation, essentiellement à la base, l'Alliance a été créée sur la base sécuritaire, est-ce que c'est en greffant, c'est au professeur Ouedraogo, en greffant des éléments socio-économiques et sous quel format, bien sûr, que la CEDEAO et l'AES pourraient répondre peut-être aux préoccupations de développement socio-économique de nos populations. Merci. Merci. Non, Moussa Sordo. Ah oui, Yézouma d'abord. Non, je ne t'ai pas oublié. Je vois l'ordre d'inscription. Merci. Je voudrais féliciter les communications et m'intéresser d'abord au professeur Zongo, qui,
dans les arguments développés par les autorités de l'AES de se retirer de la CEDEAO, ils ont parlé de l'influence étrangère, que le professeur Zongo ne semble pas très convaincu de cette influence étrangère comme argument. Mais je pose la question de savoir, est-ce que le mode de financement de la CEDEAO aussi, ce qu'on dit est avéré, avec des financements étrangers, et l'intervention du président Macron sur les questions du Niger, avec même la disponibilité d'envoyer des troupes françaises pour rétablir Bazoum, est-ce que ces éléments ne vous amènent pas à nuancer votre position de dire qu'il n'y a pas d'influence étrangère dans la gestion de la CEDEAO qui puisse offusquer les États? Maintenant, le faux départ du Moro, c'est vrai qu'il y a joué le Moro, mais en principe, ça veut dire que l'autorité ne s'en va pas. Dans le faux départ du Moro, finalement, le Moro, il ne part pas. Il reste. Ça veut dire qu'on garde en l'état. Est-ce que vous avez l'assurance qu'on va rester en l'état? C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de la CEDEAO. Au professeur Idrissa et au professeur Naré, la même question sur la monnaie, parce que si je pense personnellement qu'on peut tirer un avantage particulier de la création de l'AES ou de la menace de sortie de la CEDEAO, la question de la monnaie me tient à cœur. Parce que aujourd'hui, tout le monde reconnaît que sans monnaie, on n'a pas la souveraineté. Ça, c'est une donnée qui est là. Et cette donnée peut être accélérée par le coup de gueule des autorités de la CEDEAO et de l'AES à la CEDEAO. Hier, des informations ont été données à la question de savoir qu'il y a eu une amélioration dans la gestion des francs CFA. À savoir que donc la quote-part des États qui étaient retenus, comme on appelle le compte de dépôt, je ne sais pas comment on l'appelle, compte d'opération, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont été revues pour dire que peut-être qu'il faut prendre le temps d'approfondir, mais que tout n'est pas gâté. Je suis d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous prenez le franc CFA et que vous voulez aller en Europe, vous êtes obligé de passer par la France, par comment on appelle, le budget français, parce qu'on ne reconnaît pas votre monnaie de franc CFA. Donc, la dépendance demeure. Et c'est cette dépendance qui est frustrante. Si c'était qu'ils avaient revu et qu'on avait dit que bon, le franc, ce n'est pas l'édition à chamalière qui est le problème, c'est la dépendance. De savoir que je ne peux pas prendre ma monnaie aujourd'hui pour aller dans n'importe quel pays et puis commercer avec n'importe qui. C'est un problème qu'il faut qu'on règle ça. Le mieux pour moi, c'est dans le processus de la CEDEAO avec tout ce qui est déjà en vue. Mais aujourd'hui, si la CEDEAO traîne du pied, comme sur d'autres questions, les États de l'AES, qui n'est pas antinomique avec la CEDEAO, peuvent régler cette question. Et c'est une question de souveraineté particulièrement importante que je voudrais, moi en tout cas je dirais, ça peut attirer, en fait, ça peut mobiliser mon intention envers les autorités de l'AES. Maintenant, colonel, ce ne seraient pas les questions d'hier, mais je voudrais... Le thème de la communication, c'est enjeux et perspectives du retrait de l'AES de la CEDEAO. Donc, je voudrais prendre l'indication de base qui est
que le terrorisme vise à désintégrer nos États pour mieux exploiter nos ressources et mieux utiliser les territoires pour toutes sortes de trafics que vous avez cités. Autrement dit, est-ce que, au regard de cette définition du terrorisme qui veut faire une main basse sur nos territoires, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme lien entre le résultat attendu de la lutte contre le terrorisme, qui est la victoire, et la sortie de la CEDEAO. Autrement dit, est-ce que la CEDEAO est un frein à la victoire contre le terrorisme? Donc, voici la question, je vous remercie. Moussa Saoudoro Dele. Ok, merci. Je voudrais intervenir en m'adressant un peu au docteur Zongo, justement, mais aussi je pense que l'ensemble des panélistes pourraient se prononcer sur ce premier point-là. En fait, je voudrais partager ma lecture de la situation avec vous et je voudrais avoir votre point de vue. Je rejoins un peu certains qui doutent encore des raisons avancées par nos autorités pour justifier la sortie de la CEDEAO. Parce qu'effectivement, je pense que dans les 3 pays, c'est un jour, nous avons découvert par communiqué que voilà, on sort de la CEDEAO avec effet immédiat, sans qu'il y ait vraiment un débat, suscitant ainsi des inquiétudes. Et je pense que nos différents plateaux de télé ont suffisamment relayé ces inquiétudes-là. Mais quand je regarde le rôle de la CEDEAO, surtout la crise, la situation dans les 3 pays au regard des structures internationales, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine et même comme au niveau des Nations Unies, on sait que quand la question de retour à l'ordre constitutionnel a été posée au niveau international, on a senti que c'est à la CEDEAO qu'on a donné le lead pour discuter de ces questions-là. Et justement, et je pense que ce soit au Burkina, au Mali, il y a eu des négociations, des calendriers ont été donnés, il y a eu des arbitrages, des dates ont été arrêtées. Mais on sent visiblement qu'aucun militaire qui est au pouvoir n'a envie de partir. Ça se sent. Et dans le cas du Burkina, ça a été très clair. Notre Premier ministre a été catégorique sur la question. On ne parle pas d'élection pour le moment s'il n'y a pas de sécurité. Il faut d'abord la sécurité. Et du coup, on nous dit que la sécurité avance, mais pas suffisamment pour qu'on organise des élections. On ne sait pas où se trouve la vérité. Il y a sécurité, on peut organiser des élections, l'armée monte en puissance, ou elle ne monte pas en puissance, la sécurité se dégrade, alors dans ce cas, on ne peut pas organiser des élections. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas de vouloir fermer la bouche à cette structure-là, à qui au niveau international, on a donné le lead pour discuter de cette question sensible. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça le vrai problème, le refus de quitter le pouvoir? La deuxième question, je vais m'adresser au colonel Bagayogo. Dans ces propositions et les perspective numéro 4, vous avez dit que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans un cadre régional. Et dans ce cadre régional, vous avez parlé de l'AES et aussi de la CEDEAO. Bon, mais je ne sais pas, selon vous, comment on peut articuler cela? Comment cette lutte peut se mêler dans un cadre régional avec d'un côté la CEDEAO et de l'autre côté l'AES, quand on voit l'ambiance entre les 2 structures aujourd'hui? Est-ce que c'est une proposition réaliste que vous faites là? Ma dernière question, toujours vous concernant, vous avez beaucoup insisté sur les questions géopolitiques. Et j'imagine, quand on parle de géopolitique, on parle de la France, des États-Unis et de la Russie aujourd'hui. Bon, cette question géopolitique-là, par rapport aux questions de l'AES, est-ce qu'en tant que militaire, quand vous analysez, est-ce que réellement cette question géopolitique-là ne sacrifie pas la sécurité de nos nations? Parce que quand on regarde souvent on regarde un peu la présence américaine dans le nord du Niger et consorts, on ne peut pas ne pas lier ça avec un peu la guerre qu'il y a en Europe, avec cette guerre de l'Ukraine là, où c'est vraiment une question de positionnement, où la Russie veut quitter, je ne sais pas, l'encerclement de l'OTAN, etc. Est-ce que vous ne craignez pas qu'enfin,
que vous ne créez pas que, au final, nous soyons encore les dindons de la farce. Et qu'en réalité, que ce soit la Russie ou que ce soit les États-Unis, c'est même pipe, même tabac. Et qu'en réalité, on est en train de nous vendre une illusion. Et peut-être la situation sécuritaire fait qu'on veut s'accrocher au premier sauveur qui arrive et que finalement, ça va nous créer encore plus de problèmes. Merci. Merci bien. Monsieur Maman Taïrou, à côté. Bien, merci monsieur le modérateur. Félicitations au CGD pour l'initiative et également aux différents panélistes. Et le professeur Ouedraogo, dans sa communication, avait abordé un aspect très important. C'est l'apport des opportunités de la coopération économique sur le plan régional. Et c'est là que la question qui me vient à l'esprit, quels vont être maintenant les rapports entre les 3 États membres de l'AES avec l'Union européenne? Certes, ils collaborent dans un cadre bilatéral, mais il y a aussi le fait que les accords de partenariat économique ont été signés sous l'égide de la CEDEAO pour l'ensemble des 15 États membres, plus également la Mauritanie. Sans compter également dans le fait que c'est dans le cadre de la CEDEAO également que les différents programmes indicatifs régionaux ont été négociés. Donc, quoi qu'on fasse, quel que soit le reproche qu'on a eu à faire à l'Union européenne, elle demeure quand même le premier partenaire dans la sous-région. Donc, moi, je pense que donc, cet aspect-là également mérite un peu d'être approfondi. Deuxième aspect également, quand on prend le rapport avec l'Union africaine, on sait que l'Union africaine a divisé la zone, l'Afrique en 5 blocs. Et l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui est l'organisation accréditée au niveau donc de l'Union africaine. Souvent, au niveau d'un certain nombre de postes et de prises de décision, il y a des enjeux. Souvent, les pays se prononcent par bloc. Même souvent pour le souhaiter donc d'un certain nombre de candidatures, ou bien s'il revient à l'Afrique de l'Ouest ou bien à l'Afrique de l'Est d'occuper un poste, donc là, c'est le jeu donc, des grands blocs également. Donc moi, je pense que donc, ces aspects-là également auxquels il faut nécessairement penser également. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ouedraogo Yacouba. Ok, merci. Je vais aller vite parce qu'une de mes préoccupations a déjà été prise en charge. J'ai une préoccupation qui a été évoquée par le professeur Naré. C'est la question des organes de l'AES. Bon, parce que si le traité de la CEDEAO prévoit 1 an de préavis, ben, ça veut dire qu'à l'issue, il va falloir que les organes de l'AES soient mis en place. Or, pour le moment, on n'a pas encore d'instrument là-dessus. Voilà, quelle est la situation qui va se passer? Est-ce qu'on va fonctionner en autarcie ou bien est-ce qu'on va accélérer le calendrier pour que d'ici janvier 2025, il y ait quand même des organes qui soient mis en place? Vraiment, c'est une incertitude. Je pense qu'il y a une question de transition qui a été un peu mal négociée par les autorités, à mon sens. Donc, cette question-là, je pense que c'est une question assez fondamentale. Bon, sauf à reconsidérer la situation de ces États dans l'UEMOA. Sinon, effectivement, je pense qu'il y a un problème qui se pose à ce niveau. Alors, l'autre problème a été évoqué par le professeur Ouedraogo. C'est la question de la négociation. Voilà, parce que si on tient à sortir, quelle sera la capacité de négociation des 3 États face à leurs anciens partenaires? Parce que je ne sais pas, est-ce que les autres États vont faire vraiment du cadeau aux 3 pays de l'AES? Je ne suis pas sûr. Voilà. Alors que je suis sûr que s'il n'y a pas de négociation, ça veut dire qu'on aura des conséquences économiques et sociales catastrophiques. Voilà. Les questions de visa, mais il n'y a pas que. Et nos concitoyens qui sont dans ces pays, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, donc, je pense que, et là, à ce niveau, on peut nous prendre à notre propre action en disant, ben, vous avez voulu sortir, il faut en subir les conséquences. Bon, donc, moi, je pense que là-dessus, je ne sais pas comment les autorités vont y procéder, mais il faut quand même une grande capacité, agir avec tact pour bien négocier, parce que si on rate mal ces virages-là, ça peut être assez dangereux. Voilà. Et une dernière question, c'est pour le colonel.
la question de la compétition de la puissance extérieure, c'est vrai, bon, tout le monde peut deviner, mais moi je veux savoir, est-ce que vous osez les nommer ou bien est-ce que c'est un tabou? Voilà. Voilà, c'est une question un peu naïve comme ça, mais voilà, je veux savoir, est-ce que vous pouvez les identifier ou bien c'est juste un tabou qu'il ne faut pas, voilà, faut pas dévoiler qui c'est? Merci. Monsieur Bamouni, voisin de Orcade. Il y a deux Bamouni, donc okay. Le premier Bamouni. Merci bien. Ma première question s'adresse au colonel Bakayoko. Avec votre expérience en termes de hiérarchie de causes, quelles sont les causes du terrorisme dans l'espace de l'AES? En termes de hiérarchie de causes, vous avez parlé de causes stratégiques, du fait de délégitimer l'État. Selon vous, est-ce que vous pouvez hiérarchiser la première, la deuxième, la troisième? Ma deuxième question, vous avez dit que l'espace de l'AES constitue un enjeu croissant pour les puissances extérieures. C'est-à-dire, quel lien peut-on établir entre cette affirmation et l'expansion du terrorisme dans l'espace de l'AES? Alors, ma troisième question, est-ce que la CEDEAO, le fait de sortir, le fait de l'AES, des États de l'AES de se créer, est-ce que ça ne constitue pas une opportunité également pour la CEDEAO de se réformer, de revoir ses pratiques et d'améliorer ses pratiques? J'en veux pour preuve, par exemple, l'activation de la force en attente de la CEDEAO avec ce qui s'est passé récemment. Merci. Merci. Monsieur Drissa Traoré. Ok, merci. J'ai trois préoccupations. Les deux premières préoccupations sont adressées au professeur Zongo et la troisième concerne tous les panélistes. Alors, premièrement, M. Zongo a abordé les motifs de retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Et pour ce qui concerne l'influence des puissances étrangères, il est ressorti qu'il n'y a véritablement pas de preuves. Alors que l'on sait que à ce niveau, il est clair que, bon, je ne sais pas si je me trompe, mais ce qu'on apprend, c'est que notre institution communautaire est beaucoup plus financée par les puissances étrangères. Voilà. Est-ce que cela ne pourrait pas être un motif pour dire que vraiment il y a une mainmise de ces puissances étrangères sur notre communauté? La deuxième préoccupation, car cela ne tienne, face aux constatations, c'est-à-dire les différents motifs qui ont été relevés sous prétexte que ces pays-là pouvaient se retirer, est-ce qu'il y avait d'autres passerelles? Est-ce qu'ils pouvaient faire autre? Et quelles sont ces autres possibilités qu'offre le traité? Voilà, parce que je sais que déjà, pour ce qui est du traité, il est permis quand même aux États membres de pouvoir demander la révision, par exemple, du traité, lorsqu'ils estiment qu'il y a des trucs qui ne vont plus dans le sens qu'ils désirent. La dernière question, c'est le fait concernant la Mauritanie, parce que les États de l'AES ne sont pas les premiers à se retirer de l'organisation. La Mauritanie l'a fait autour des années 2000-2001. Et quelles ont été vraiment les conséquences terribles vécues par la Mauritanie qui puissent servir de leçons justement pour les pays de l'AES s'ils venaient vraiment à partir définitivement? Merci. Merci bien. Monsieur Poda. Je tiens à remercier l'ensemble des panélistes pour la qualité de la présentation. Je suis M. Bouddha Paulin, étudiant en droit. Ma question relative à la politique étrangère des États, des trois États notamment, du Sahel, notamment le Mali, le Burkina et le Niger. On a remarqué, ou je remarque plutôt qu'ils ont une politique contestataire et souverainiste. Et
déjà avec le retrait dans la CEDEAO, et après aussi, au niveau de la politique étrangère, ils ont tous les trois, en tout cas, des affinités avec la Russie. Et aussi, ils ont décidé de se détacher de la France. Et je me demande, est-ce que finalement, ce n'est pas seulement un changement de drapeau? On ne remplace pas un drapeau par un autre drapeau. Parce que je me rappelle que lors de l'opération Serval en France, au Mali plutôt, ça a été salué par la population et ils ont même dit que la France était notre sauveur et tout. Et maintenant, avec l'arrivée aussi de la Russie, c'est le même mouvement qu'on sent au niveau de la population. Est-ce que finalement, ce n'est pas un changement de drapeau? Est-ce que finalement, ce qu'on désire, c'est de vraiment être souverain ou simplement c'est de changer un maître par un autre maître? Merci. Madame Ouedraogo, Serena. Ok, merci. Je m'avais m'appesanti sur un groupe de mots prononcés par le professeur Nare. La prise de la parole par le peuple. Comment est-ce qu'on fait cela? En tant que citoyenne, où et comment puis-je faire entendre ma voix sur les opinions, et mes opinions, pardon, sur les décisions prises par l'autorité? Merci. Merci. Madame Mariko, Fenda. Merci. Ma question s'adresse au professeur Nari. J'ai 3 questions. La première, vous avez eu à dire que concernant le paiement des obligations et la perte des avantages des 3 pays de l'AES au sein de la CEDEAO, une fois que le retrait serait effectif, et compte tenu du fait que le Burkina Faso, dans son communiqué, a dit qu'on se retirait immédiatement de la CEDEAO, et à la lecture de l'article 91 du traité de la CEDEAO, quelle interprétation pouvons-nous faire du communiqué burkinabé? Ma deuxième question concerne le droit d'établissement et le droit de résidence pour les travailleurs migrants qui ne sont pas membres, hors des pays membres, des 7 autres pays qui ne sont pas membres de l'UOMOA. Vu qu'au sein de l'UOMOA, on a pratiquement les mêmes droits que la CEDEAO, sur le plan juridique, quelles seront les conséquences pour les Burkinabés, les Maliens ou les Nigériens qui se sont légalement établis? La création d'une société dans les 7 autres pays non membres de l'UOMOA et qui bénéficient également du droit de résidence, qui se sont faits conformément au droit CEDEAO. Et ma dernière question est de savoir la décision d'intégrer et de se retirer d'une organisation par ces 3 États. Est-ce que vraiment, d'abord même au niveau de l'intégration, est-ce que les pays, je ne sais pas si est-ce qu'il y a déjà une réflexion sur les implications d'intégrer une organisation et également sur les conséquences de se retirer? Parce qu'on voit que non seulement les pays créent des alliances, se retirent, adhèrent à des organisations, décident également de se retirer sans une réflexion importante. Merci. Enfin, deuxième, M. Bamouni. Bamouni, Louis-Maxime. Merci, chers panélistes, et merci à Monsieur le Président pour la parole. On dit que tout doit aller vite, alors j'y vais directement. L'un des panélistes a eu à évoquer l'article 147 de notre Constitution qui dispose le principe du parallélisme des formes. Et en disant que le retrait a été fait sans qu'il y ait un référendum. Maintenant, je me demande, est-ce que ce serait possible qu'on passe à une confédération sans un référendum préalable? Et pour terminer, j'aimerais, si possible, avoir une brève analyse sur la viabilité d'une confédération future. Merci bien. Merci. Nous sommes au terme donc de cette liste qui sera l'unique, malheureusement. Nous allons repasser la parole à nos éminents panélistes dans l'ordre précédent, c'est-à-dire en commençant donc par le professeur Zongo. Ok, merci bien. Alors, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées, mais aussi à des questions un peu générales. Il y a des questions qui se recoupent, je les mettrai ensemble.
Donc il y a une question sur les dispositions qui ont été prises pour atténuer les effets néfastes du retrait. Et puis aussi une question quelqu'un qui se demande en gros, est-ce que tout ça, ça a été pensé, est-ce que ça a été suffisamment mûri? Je n'ai pas le sentiment que ça a été pensé. Moi, je pense que c'est une décision improvisée. Parce que si ça avait été pensé, ça veut dire qu'on a eu le temps de faire des études, une étude d'impact qu'on peut présenter au public, qu'on peut présenter aux concitoyens pour dire voilà, on a mené la réflexion et voilà ce que ça va nous coûter, mais voilà aussi ce que ça va nous apporter. Et en ce moment-là, on anticipe aussi sur les possibles effets néfastes. Mais quand on regarde un peu la manière dont les choses ont été faites, je n'ai pas vraiment les sentiments. Je peux me tromper. Peut-être que le document existe. Je n'en ai pas connaissance, mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment que tout ça a été véritablement bien pensé. Et c'est dommage parce que vous savez, tout à l'heure, quelqu'un disait que le ministre Bouddha disait que c'est 50 ans de vie commune. Et j'ai l'habitude de dire que c'est comme un mariage. Et quand on a vécu ensemble pendant 50 ans, on a eu le temps de faire des enfants ensemble. On a eu le temps d'avoir des intérêts en commun. Et après, quand on veut divorcer, ça laisse forcément des stigmates. Il faut prendre le soin comment je vais dire ça, de mener la réflexion sur tout ça pour voir comment est-ce qu'on règle la séparation. Mais là, bon, vous constatez avec moi que ça n'a pas été le cas. Une question m'a été spécifiquement posée sur l'influence étrangère. C'est vrai que je l'ai évoqué. Je n'ai pas fait de commentaire. J'ai dit que l'argument me laissait perplexe. Voilà. Je ne dis pas que je n'y crois pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuves, mais moi, ça me laisse perplexe. Bon, est-ce que le mot de financement et puis les sorties médiatiques du président français n'amènent pas à penser que réellement, il y a une certaine influence étrangère? Je pense qu'il faut relativiser un peu au niveau du mot de financement, parce que les organisations communautaires sont financées par 3 sources de financement. Il y a d'abord les cotisations des États membres. Il y a une fraction du tarif extérieur commun qui est reversée dans les caisses de l'organisation communautaire. Et puis, il y a après maintenant les dons, les subventions éventuellement des autres partenaires. Donc, après, il faut aller voir la proportion. Je vais dire ce que pèse dans la caisse, dans le budget général de l'organisation communautaire, les dons et les subventions des partenaires. Mais je pense que le mot de financement est suffisamment diversifié pour ne pas qu'on dépende absolument d'un partenaire étranger. Et puis après, les mots de prise de décision, on le sait, notamment à la conférence des chefs d'État, les décisions sont prises à l'unanimité. Et je dis souvent que si le président français a la possibilité de prendre son téléphone et d'appeler 12 chefs d'État et de leur donner des consignes de vote, que ces derniers suivent à la lettre, sans prendre en considération d'autres aspects, c'est que franchement, on n'a pas d'État qui existe en fait. Voilà. C'est pour ça que je dis cet argument, moi, il me laisse perplexe. Peut-être que je suis naïf, mais cet argument-là me laisse perplexe. Et je pense que ce n'est pas tant l'influence étrangère que des intérêts en réalité propres aux chefs d'État de la CEDEAO qui ont amené à ces décisions, qui expliquent en fait cette attitude. Voilà. Parce que ma petite idée, c'est qu'en réalité, vous avez des chefs d'État qui veulent qui ont voulu, avec le Mali, le cas du Mali, avec le cas du Niger qui vient répéter un fait, qui ont voulu se mettre un peu à l'abri en envoyant comme un signal à d'éventuelles personnes qui seraient tentées par des velléités de coup d'État pour leur dire attention, là on va sévir et tout. Il faut faire. Donc sur la question de l'influence étrangère, encore une fois, je reste assez sceptique. Voilà. Bon, j'assume ma naïveté sur la question. Le faux départ. Non, alors le faux départ, c'est vrai que dans le faux départ, le Mogo Nava ne part pas, donc oui. Mais ce que j'ai voulu dire, j'ai utilisé l'expression faux départ parce qu'ils ont fait un communiqué conjoint. Mais le communiqué conjoint, avec le communiqué conjoint, on n'avait pas de retrait. Parce qu'en droit international, ce n'est pas un acte formel valable, puisque le retrait est un acte intrinsèquement unilatéral. Et donc, un communiqué conjoint, franchement, ça ne veut rien dire en droit international, en fait. C'est pour ça qu'après, ils ont dû envoyer chacun une lettre individuelle, une lettre officielle, pour notifier le retrait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de faux départ. Sinon, en réalité, ils sont partis. Même si
encore une fois, je pense que c'est un débat qui va rester éphémère. Je peux me tromper, mais à mon avis, c'est un débat qui va rester éphémère. Je pense qu'on va tenter de revenir comme la Mauritanie. Et en ce moment-là, c'est dommage parce que si on veut revenir, il faut reprendre juridiquement toute la procédure de demande d'adhésion au sein de la CEDEAO. Alors, sur les vraies raisons du départ, quelqu'un a parlé des sanctions politiques. Est-ce que ce n'est pas la pression pour le retour à l'ordre constitutionnel? Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je l'ai dit à demi-mot dans la toute dernière question que j'ai posée quand j'ai fini. J'ai dit à qui ou à quoi profite la sortie, le fait que les États de l'AES décident de partir. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot, j'ai dit un droit malencontreusement utilisé, parce que je pense qu'en réalité, on a rendu utile ce droit-là, mais à d'autres fins, pas à des fins d'intérêt général, en fait, à mon sens. Voilà, je pense que... Et c'est pour cela aussi que, vous voyez que les 3 lettres officielles des États insistent sur l'effet immédiat. Voilà. Si ce n'était pas ça, ben, pourquoi insister, pourquoi ne pas sortir simplement respectant, pourquoi insister sur l'effet immédiat? Moi, je pense que c'est comme s'il y a une certaine urgence dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, en tout cas qui ne sont pas dits officiellement, en fait. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Alors, je me permets une petite question. Il y a une question technique qui a été posée sur les relations avec l'Union européenne. Bon, mais ça ne m'était pas adressé personnellement. Je pense que je ne vais pas... Mais c'est vrai que sur le plan juridique, on peut faire des commentaires. Mais comme ça ne m'a pas été adressé... Quelqu'un a demandé quelles étaient les autres options possibles pour les États. Bon, parce que c'est vrai que... la CEDEAO n'est pas non plus défendable dans cette histoire. Parce que ce que les États disent, ce n'est pas faux. Quand vous prenez le cas du Niger, par exemple, quand on dit qu'il y a non-assistance à un État face à la lutte contre le terrorisme, c'est vrai que la CEDEAO n'a rien fait. Mais j'ai envie de dire, au Niger, il y avait pratiquement le monde entier, sauf la CEDEAO. Les États-Unis étaient au Niger. L'Union européenne était au Niger. La France était au Niger, mais la CEDEAO était absente. Okay. Donc, de ce point de vue, on peut se poser des questions. Est-ce que ce n'est pas un peu légitime? D'autant plus qu'il y a une certaine spontanéité à l'activation de la force en attente lorsqu'il s'agit d'intervenir militairement pour remettre dans ses fonctions le président Bazoum. Et puis, sur le plan sur l'argument de l'illégalité, là aussi, bon, la CEDEAO n'est pas défendable parce qu'effectivement, fermer les frontières, c'est illégal. C'est-à-dire que là, c'est vrai. La CEDEAO a violé ses propres textes. Bon, les États, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent. Et puis la Cour dit irrecevabilité parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas la qualité pour représenter l'État du Niger. Puisqu'évidemment, bon, pour la Cour de justice, ce sont des autorités illégitimes, donc elles n'ont aucune qualité pour représenter le pays. Donc, quand on vous impose des mesures qui sont illégales, et puis bon, et finalement vous avez le dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais je ne suis pas sûr que la solution soit forcément de sortir. Je pense que c'est une solution de facilité que de sortir, surtout quand on sait les implications que ça a pour ces populations. Je vais terminer rapidement sur une question en lien avec les conséquences sur les libertés de circulation pour les ressortissants AES. Quelqu'un a posé une question en lien avec ça. Moi, je pense que ça se négocie et j'ai comme l'impression que on tente comment je vais dire ça, de préparer un peu le terrain, parce que si vous avez suivi il n'y a pas longtemps au Burkina, on a, je ne sais pas comment je vais dire ça, il y a une loi qui a été adoptée, mais la loi existait déjà sur l'entrée des personnes étrangères au Burkina. Sur l'entrée des personnes étrangères au Burkina, je pense que la loi a été renouvelée. Et puis à l'intérieur, il y a une disposition qui prévoit la libre circulation, donc pas besoin de visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Donc peut-être qu'on est en train de préparer le terrain pour espérer que du côté de la CEDEAO, ça soit pareil pour les États membres de l'AES, pour les ressortissants des États membres de l'AES. Merci beaucoup. Professeur Nari a la parole. C'est vrai que les questions se superposaient, mais je compte sur vous évidemment pour reprendre tout le reste que Zongo n'a pas pu traiter. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais
remercier ceux qui ont eu à poser les questions. Je vais très rapidement répondre à certaines questions et laisser le reste au professeur Idrissa et au colonel. Monsieur Zango a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé de côté les implications politiques. Dans le traitement ou l'approche, il faut peut-être dire que toutes les questions juridiques ont des connotations politiques. Et donc moi, je ne peux pas dire bon, ça c'est des aspects purement politiques, ça c'est des aspects purement juridiques. La preuve est que toutes nos constitutions de nos États disent que c'est le président ou la personne en tout cas qui a été habilitée, le politique donc, c'est elle qui est censée représenter l'État. La preuve c'est que les gens ont pris la décision sans consulter qui que ce soit, ayant à l'esprit que c'est eux qui sont censés agir au nom et pour le compte de tel ou tel État. Voilà. Donc pour moi, c'est important qu'on ait ça présent à l'esprit. Il y a des ouvrages qui ont été écrits sur la CEDEAO. Le professeur Alioune Sall l'a écrit, le professeur Seyd Nourouta l'a écrit. Je pense que ce ne sont pas des ouvrages qui manquent, mais peut-être l'information, peut-être des ouvrages dédiés spécifiquement, et même ici le défunt Luc Ibriga, avec d'autres collègues ensemble, ils ont écrit sur le droit communautaire, y compris la prise en considération des aspects liés à cela. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut nuancer le propos. Concernant les questions posées par M. Roufaï, j'ai dit que le retrait, c'est un acte unilatéral de la part donc, de l'État, tel que prévu par l'article 91 du traité de la CEDEAO. Et de ce point de vue, les conditions ont été énoncées. Donc, il n'a pas été mentionné qu'il faut consulter les populations. Mais c'est que peut-être au regard des enjeux qui touchent aux droits des populations et des peuples ici, on aurait peut-être dû engager un débat au plan national pour qu'on puisse recueillir au moins les points de vue de la population par rapport à ce retrait. Mais vous comprenez que le politique a pris le dessus vraiment sur la raison. Hein? Et donc, du coup, on ne peut pas s'attendre à des consultations quelconques pour que les populations puissent se présenter. En ce qui concerne la reconnaissance d'une organisation internationale, une organisation internationale n'a pas besoin de reconnaissance comme c'est le cas pour un État. Une organisation internationale se crée sur la base d'un accord voulu par les États qui ont entendu la créer. Et c'est eux, sur la base toujours de ce même accord, qui lui donne la capacité internationale. Hein. Et donc, du coup, ce n'est pas comme des États qui... Aujourd'hui, même pour les États, la reconnaissance n'est pas un élément constitutif de l'État. Hein. Il y a des États qui existent sans être reconnus par leurs pairs. Hein, vous en connaissez des exemples. Hein. Donc, c'est ça. En ce qui concerne M. Jacques, je pense que là aussi, vous avez posé la question, est-ce que la décision a été mûrie? Bon, nous avons tous su, à travers les réseaux sociaux, comment cela s'est passé. Les représentants des ministères qui sont ici, comme ceux qui ne sont pas ici, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu le temps d'élaborer des notes. Hein, des notes. Quand je parle des notes, vraiment, c'est des documents officiels élaborés par les organes compétents des États sur des questions pouvant engager la vie de la nation. Je ne pense pas qu'il y ait eu des notes sur les conséquences économiques, sur les conséquences juridico-politiques, sur les conséquences sociales, etc., sur les conséquences du point de vue garantie des droits des peuples, etc., sur ces aspects-là. Je ne pense pas qu'il y ait eu des notes. En tout cas, j'ai vu une seule note circuler
et je crois que c'est le Mali. Hein, je ne suis pas sûr, mais j'ai vu une note circuler sur les conséquences économiques, en tout cas très lapidaires sur la question. Hein, voilà. Et donc, pour moi, c'est des choses... Bon, les gens se sont emparés de la question sur les réseaux sociaux, les médias. Moi, j'ai fait la réflexion une fois à un journaliste. J'ai dit, mais pourquoi vous vous arrêtez au campus? Pourquoi vous ne venez pas dans les facultés pour demander les avis, les points de vue des enseignants connaissant chacun dans son domaine? Est-ce que cela n'est pas mieux que d'aller tendre le micro à quelqu'un qui ne comprend même pas de quoi on parle? Et donc, et puis moi, j'ai dit ça à un journaliste, j'ai dit, moi, vous ne me verrez jamais sur un plateau en train de discuter avec quelqu'un qui ne sait pas de quoi moi je parle, qui ne comprend pas mon langage. Ça sera difficile. Ça, c'est compliqué. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans nos pays. Ensuite, l'influence, je pense qu'on a relevé cela. Bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Aussi bien tout le problème de nos institutions, hein, qu'il s'agisse des institutions politiques ou des institutions d'intégration, l'Union africaine, la CEDEAO et bien d'autres, elles ont un problème de financement. Elles ont un problème de financement. Or, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Celui qui a l'argent, celui qui tient le cordon de la bourse. Donc, comprenez ce que je veux dire. Ensuite, je vais passer directement à la monnaie, en laissant le soin au professeur bon, la monnaie est considérée comme étant une des manifestations de la souveraineté de l'État. Une des manifestations de la souveraineté de l'État. Parce qu'il y a d'autres manifestations de la souveraineté de l'État. Mais celui qui bat monnaie, eh bien, il exprime son indépendance, sa souveraineté vis-à-vis des autres États. Bon, le tout n'est pas d'avoir une monnaie. Il faudrait-il encore que la monnaie soit viable? Ça, c'est un autre débat. Je laisse les spécialistes. Moi, je ne suis pas spécialiste de monnaie, mais du point de vue juridique, quand même, on peut, il y a des choses à dire. Ensuite, concernant le... Bon, j'ai déjà dit, concernant le débat, M. Saodogo, je vais laisser aussi les rapports AES Union Européenne au professeur Ouedraogo. Qu'est-ce que je vais essayer de voir? Les motifs du retrait. Là aussi, concernant le financement Idrissa Traoré. Bon, est-ce que les États de l'AES avaient d'autres choix? Mais bien sûr qu'ils en ont. Hein, bien sûr qu'ils en ont. Hein, et c'est pourquoi j'ai dit il vaut mieux être dans la CEDEAO et imposer les réformes que de sortir de la CEDEAO sous prétexte que la CEDEAO n'a pas répondu à ceci ou cela. Hein. Donc, pour moi, si on doit réviser, il faut militer pour qu'on puisse réviser. Si on doit réformer, il faut militer pour qu'on puisse réformer, pour apporter les vraies réponses aux vrais problèmes qui se posent à la CEDEAO. Mais ce n'est pas en sortant qu'on va régler véritablement les problèmes. Pour moi, donc, la Mauritanie est sortie, mais la Mauritanie a beaucoup... même si la Mauritanie peut-être peut dire qu'elle a gagné une certaine autonomie dans certains domaines, mais elle a beaucoup perdu en quittant la CEDEAO. La preuve est que le Maroc, qui n'est même pas dans l'espace, cherche à venir dans la CEDEAO. Allez-y savoir les raisons véritables pour lesquelles. Il y a des raisons géostratégiques, il y a des raisons économiques. Et ça pèse dans la balance. Ça pèse dans la balance. Donc, je pense que c'est des questions qu'il faut essayer de voir. Monsieur Poda a parlé du changement de drapeau. Oui, derrière les États, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Et même derrière chaque société transnationale, eh bien, il n'y a que des intérêts d'État. Donc c'est tout à fait normal que la Russie occupe le terrain laissé par
une autre puissance. Le terrain qui sera laissé par les États-Unis sera naturellement occupé par une autre puissance. Bon, les États vont faire leur choix en fonction de leurs intérêts. C'est ça. Ensuite, Madame Sirina, si je ne m'en abuse, la prise de parole par le peuple, comment? Bon, on sait comment est-ce que le peuple s'exprime. Le peuple s'exprime soit par voie de référendum, soit par le biais de ses représentants démocratiquement élus, et non pas ceux qui essaient d'usurper la souveraineté au peuple. Quand vous prenez toutes nos constitutions, on le dit, nous, peuple souverain, burkinabé, voilà, à travers la formule magique de l'adoption de la constitution, adoption souverainement cette constitution, et elle devient loi de l'État. Et c'est par le biais du référendum, mais lorsque le peuple a des représentants élus, il peut aussi agir à travers eux. Et malheureusement, chez nous, les gens sont pour autant avoir déjeuné avec le peuple, ils prétendent prendre la parole au nom du peuple et parler en son nom. Ça, c'est problématique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos États. Je me suis amusé avec quelqu'un de la société civile au Niger en lui disant, mais vous êtes une foule, vous n'êtes pas le peuple. Et vous prétendez parler au nom du peuple. Non, il ne faut pas manger dans la bouche du peuple. Et ensuite, Madame Mariko, qui demande le paiement des obligations. Oui, pendant le délai de préavis, je l'ai dit et je l'ai répété, les États doivent honorer leurs engagements, les engagements qu'ils ont contractés dans le cadre des différents traités de la CEDEAO. Tant que le préavis là n'est pas expiré, ils sont tenus par les droits et les devoirs qui sont contenus dans les différents instruments juridiques de la CEDEAO. Maintenant, à l'expiration du délai de préavis, eh bien, ils seront totalement libres d'agir comme ils l'entendent. Et pendant cette période de préavis, ils seront obligés de payer leurs cotisations, ils seront obligés de garder en poste leurs ressortissants. C'est les textes qui l'ont prévu comme ça. Et on ne va pas, parce qu'il y a problème, on ne va pas revenir chemin faisant pour vouloir remettre en cause les dispositions qui ont été négociées. De toutes les façons, les engagements pris par des gouvernements successifs engagent les nouveaux gouvernements qui arrivent à un moment ou à un autre de l'histoire. Donc c'est comme ça. Et le professeur Zongo l'a dit, le communiqué, parce que nous avons quand même des États aujourd'hui qui vivent sous des nouvelles formes d'actes, les communiqués. Bon, c'est connu pour des périodes d'exception. En période normale, dans un État en situation normale, on ne peut pas parler de communiqué parce que le communiqué n'a pas de valeur juridique en tant que tel. Mais même si la Cour internationale de justice, sur certaines questions, on a pu considérer que des déclarations qui ont été faites par ceux qui engagent l'État peuvent naturellement être considérées comme étant des actes unilatéraux dans l'affaire, c'est dans l'affaire des essais nucléaires. Et donc, ça, c'est des exceptions et c'est une jurisprudence qui a été énoncée par la Cour internationale de justice, mais il ne faut pas en faire une généralité. Donc, les conséquences sont énormes pour ce qui est de la sortie de certains États. Je vais finir là, Monsieur le Président, parce que je vous ai dit qu'il y a des instruments juridiques. Ce sont ces instruments juridiques qui confèrent des droits aux ressortissants des États membres de la CEDEAO. Lorsque votre État décide souverainement, parce que c'est un choix souverain qu'il fait, de sortir de la CEDEAO au terme d'un an, eh bien, ces ressortissants perdent tous les droits liés à l'exécution des différents instruments qui ont été, en tout cas, signés dans le cadre de la CEDEAO. C'est comme ça, qu'il s'agisse des personnes physiques comme des personnes
morale, hein, tous les droits liés aux différents instruments. Donc il faut que, et c'est pourquoi j'ai dit qu'en ce moment-là, si on reste dans l'UMOA, on peut trouver des domaines qui sont concernés par certains droits dans la CEDEAO qui peuvent trouver des compensations dans le cadre de l'UMOA. Autrement, on va en tout cas se retrouver démunis de ce point de vue-là. Et comme je l'ai dit, donc c'est important. Et je termine par rapport à la question concernant la confédération sans référendum. Je crois que j'ai donné quelques éléments caractéristiques de la confédération. Et j'espère vivement que si on s'engage dans cette voie, on va respecter les grands principes que l'on connaît en matière tout simplement de mise en place d'une confédération et qu'on ne va pas se précipiter comme ça a été le cas pour ce qui est de l'AES sans être en mesure de mettre en place les organes opérationnels permettant aujourd'hui de rendre viable l'AES. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pourrais dire. Le professeur Ouedraogo. En fait, j'ai eu quelques questions. Je vais peut-être aller rapidement sur ces questions-là. Notamment, bon, c'est vrai que mon ami et frère Sango était provocateur. Bon, et en disant qu'effectivement, il y a des agendas cachés, et ça, je crois que beaucoup d'entre nous le pensent aussi, que de fait, bon, c'est vrai que moi, ça me convainc, peut-être que même si je doutais, je viens de plus en plus convaincu par ce qu'on est en train de vivre actuellement avec la situation du Mali. Normalement, la transition est finie. Hier, c'est ça, non? Voilà. Et rien n'a été fait, rien n'a été dit. La CEDEAO n'a rien dit. Elle ne peut plus rien dire. Et c'était ça qu'on recherchait. Disons que j'observe, pour dire ça, que ça peut être l'une des raisons majeures. Et la preuve est là, c'est qu'effectivement, la CEDEAO, en situation normale, aurait parlé, aurait fait des exigences sur la question des élections. Elle ne l'a pas fait. Et en tout cas, il y a au moins un résultat, même si c'est un résultat induit. Peut-être que ce n'était pas ça le but initial. Maintenant, au moins, on observe que c'est un résultat induit et ça peut peut-être convaincre peut-être les sceptiques comme nous sur cette question-là. Je pense que Sango a tout à fait raison d'être provocateur sur cette question. Alors, Roufa nous dit quels sont les dispositifs présentés. Et puis, je pense que là, sa question rejoint celle de ce sommet aussi qui dit que qu'est-ce qu'on va faire pour répondre aux demandes socio-économiques. Quand je faisais ce travail-là, j'ai vu que quelque part, j'ai compris qu'il y a eu des mesures qui avaient été proposées par les dirigeants de l'AES pour faire face aux conséquences de la sortie immédiate. Ils ont proposé qu'ils vont élaborer des protocoles, des projets de protocoles additionnels relatifs à la libre circulation des personnes et des biens et à la défense. Ils vont faire des progrès et essayer de voir comment ils peuvent négocier avec les autres. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les conséquences du retrait sans délai des pays de l'AES, de la CEDEAO, et identifier des partenaires stratégiques. Je crois que ce sont les mesures essentielles qu'ils ont proposées pour répondre donc à la situation. Je crois que même peut-être que ce n'est pas suffisant pour l'instant, mais en tout cas, je pense que c'est déjà ça qui est proposé. Et oui, bon, Jacques Théra, effectivement, je pense que la réponse a été donnée. Mais ce qui m'a, là encore, ce qui m'a surpris, c'est le timing, en fait, de la déclaration de sortie. Si j'ai bonne mémoire, je crois que les Nigériens devaient recevoir la CEDEAO et ils ont été roulés entre griffes.
Je pense que les Togolais étaient là. Et ceux qui devaient être là, ils étaient prêts à recevoir les gens de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas venue sans raison majeure, semble-t-il. Ils n'ont pas expliqué pourquoi ils ne se sont pas présentés. Et immédiatement après, on a eu cette déclaration de sortie. Bon. Personnellement, je pense qu'il peut y avoir un lien. On peut avoir un lien. Et si ça, c'est le lien, ça veut dire que ça n'a pas été mûri. C'est ce que ça veut dire. Ça a été pris sur un coup de tête, si je peux parler entre griffes. Et la preuve, c'est que ce n'est qu'après qu'on essaie de discuter, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure majeure pour atténuer cela. Et là, je pense que si c'était mûri, et s'il y avait eu des travaux antérieurs, des travaux sur ces questions-là, peut-être que ça aurait été décidé autrement, ou en tout cas on serait prêt à aller, parce qu'on peut le décider, sur la base de ce qui aurait pu être fait comme travail antérieur, comme analyse antérieure et profonde, et ça nous permettrait de pouvoir regarder. Donc ça aussi, je me pose des questions sur cette question, sur cet aspect-là aussi, quoi. Alors, il y a aussi, oui, c'est vrai que, souvent, je pense qu'il est tenace sur sa question de la monnaie, là. Tout à fait raison. Je crois que hier, on avait indiqué qu'il y a un certain nombre de... La question de la monnaie, l'écho d'abord, tel que c'était conçu, effectivement, il y avait un certain nombre il y avait un recul. Mais si la question de la souveraineté monétaire, je pense qu'il faut peut-être qu'on dise clairement que la souveraineté monétaire, il y a quand même un certain nombre d'aspects essentiels qu'il faut retenir. C'est que d'abord, la monnaie que vous avez chez vous, c'est vous qui la créez. C'est l'État qui décide de créer une monnaie et que la monnaie peut circuler de façon libre dans son pays. Donc je bats monnaie, je la fais circuler sur mon territoire et cette monnaie a un cours légal sur mon territoire. Et j'ai le droit de réglementer cette monnaie-là et donc d'assurer le contrôle de la masse monétaire. Si tu assures le contrôle de ta masse monétaire, ça permet de voir réguler notamment les prix, parce que s'il y a beaucoup de monnaie, les prix vont augmenter, etc. Donc ça, c'est mon droit en tant qu'État, je peux le faire. Maintenant, si je suis dans une communauté, je lègue ce droit-là à la communauté. C'est le cas de l'UEMOA, on donne à la Banque centrale de décider. La souveraineté veut dire aussi que j'ai le choix, j'ai la décision de prendre mes réserves de change, je les gère et je les place là où je veux, dans n'importe quelle institution. Et aussi, je décide que la parité de ma monnaie, je vais l'arrimer à qui je veux. C'est-à-dire que, dans notre cas, par exemple, du franc CFA, l'un des irritants qui n'a pas été enlevé, parce que les irritants qui ont été, tout ce qui embêtait le peuple, les populations et sur lesquelles les gens discutaient, c'est le nom du franc CFA. Ça gênait, ça rappelait la colonie. C'est le fait qu'on dit qu'on crée ailleurs. Ça, moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une raison majeure parce qu'on peut produire sa monnaie n'importe où, dans n'importe quel pays. Et du reste, il n'y a pas de nombreux pays qui produisent la monnaie chez eux. Ils sous-traitent. Ça, ce n'est pas un gros problème. On peut décider demain d'aller créer notre monnaie en Russie. Ça nous gêne. Ça ne serait pas un problème. C'est comme une marchandise que j'achète. Je veux créer je pense que tu produis mal, le produit que tu as fait ne me convient pas, je vais le créer ailleurs, je vais le produire. Ça, ce n'est pas le problème. Donc, l'autre irritant qui était gênant, qui gênait les peuples, c'est la question donc de la présence des Français dans les instances de décision. Ça a été levé, dans l'écho actuel. Ce qui reste, c'est le fait dans le franc CFA actuel là, c'est de continuer à arrimer notre monnaie à l'euro. Parce que les réserves obligatoires sont levées aussi. Actuellement, c'est levé. La BCEAO peut placer sa monnaie là où elle veut. Hein. Ses réserves là où elle veut. Elle peut les placer, ce n'est plus au niveau de la France. Parce qu'avant, on disait 50%. Donc, ce qui reste là, c'est le fait que notre monnaie soit arrimée à l'euro.
Parce que ça donne un avantage certain aux entreprises européennes, parce que la monnaie est stable en ce moment-là pour eux. Si on te dit que cette marchandise coûte au Burkina Faso 1 milliard, tu n'as pas de souci, tu peux débourser tes 1 milliard. Il y a une certitude. Pendant que quand il y a, si on dit en dollars, ça peut fluctuer. Aujourd'hui, on peut te dire 1 milliard, le dollar peut perdre sa valeur, ça peut être de 1 milliard 500, 1 milliard et plus. Donc ça, c'est un problème, il y a une incertitude. C'est ça qui est gênant actuellement. Et là, dans le cours qu'on était en train de vouloir mettre en place, les gens suggéraient de faire de sorte qu'on ait un panier de monnaie. C'est-à-dire on arrime ça à faire un panier de monnaie qui va inclure le dollar, l'euro, le yen, etc. Et puis bon, différentes monnaies. Et ça permet d'avoir une monnaie relativement stable en fonction donc de cela. Et c'est ça qui manque. Alors nous, si on veut décider de créer notre monnaie, moi je pense qu'on peut le faire, on peut créer notre monnaie, on peut décider de l'arrimer à qui on veut, dans n'importe quel panier de monnaie qu'on veut, y compris le rouble, hein, en fait. On peut l'arrimer là où on veut, et ça ne me poserait pas un problème majeur. Mais le fait de dire que j'ai ma monnaie, je ne peux pas me balader avec ça, je ne pense pas que ce soit particulièrement important. Du reste, actuellement, on ne se balade plus avec la monnaie, billets. Actuellement, ce sont des cartes de crédit. Et même nos commerçants sont tellement intelligents. Quand ils vont en Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des correspondants en Chine, ils déposent l'argent ici, et le gars crédite leur compte sur place, il va sur place, il utilise son argent. Même au Ghana, à côté, c'est ce qu'on fait maintenant. Est-ce que les Ghanéens se baladent avec leur argent? Ils ne peuvent pas échanger ça ailleurs. Les Nigérians, c'est la même chose. Les monnaies qui marchent vraiment, c'est certainement l'euro qu'on peut utiliser, et mieux. Personne ne va se balader avec l'argent, mais c'est inutile. Donc je veux dire que ce n'est pas ça le gros problème de dire que je me balade. Si ma monnaie est relativement bien, si elle est bien structurée, je sais comment, en fait, je fais de sorte qu'elle soit relativement stable. En ce moment-là, effectivement, je peux rentrer dans le système de SWIFT. C'est ça qui peut poser problème, parce que là, effectivement, le système SWIFT est détenu par les Occidentaux. Et c'est ce qu'ils ont utilisé pour emmerder les Russes, entre griffes. Bon, les Russes ont contourné, ils essaient de créer quelque chose d'autre. Et là, ça peut être une possibilité pour nous autres. Si on veut vraiment aller ailleurs, on peut aller dans ce côté. Il y a les BRICS qui sont en train aussi de s'installer. On peut aller dans ce côté-là. Je pense que ça, si vraiment on décide de quitter, ça peut être, on peut trouver toujours les mécanismes là pour s'en sortir. Mais je ne suis pas très certain que ce soit vraiment la meilleure façon de le faire. Parce que à 3, comme on l'a dit, et je vais répéter, c'est moins bon qu'à 15 ou à plus. D'accord? Donc je pense que sur ce plan-là, la question de la monnaie, on peut peut-être retenir ces éléments-là. Et effectivement, la parité, jusqu'à présent, c'est ça le gros problème qu'il faut peut-être qu'on essaie de résoudre dans nos pays. Ça, c'est malheureusement pas résolu. Et parce que, bon, et puis le choix des réseaux internationaux. Là. Et ça, si vous n'avez pas un bon réseau international, les SWIFT, les visas et autres, là, ça, même la monnaie électronique ne marchera pas. Et là, ça nous poserait un problème majeur. Et je crois que c'est ça qu'il faut, peut-être qu'on ait une réflexion assez profonde sur ces questions-là. Alors, voilà. L'autre question, c'est Mariko, non, qui a parlé des rapports entre AES et l'UEMOA. Et c'est Maman plutôt. Et les points et les programmes négociés. C'est vrai que les programmes, comme je l'ai dit dans mon intervention, là, que effectivement, beaucoup de ces programmes communautaires sont financés par des partenaires extérieurs. Et ces partenaires-là discutent avec la CEDEAO, qui est en général, et qui dans beaucoup de cas, se met en concertation avec l'UEMOA. Effectivement, ce sont ces entités-là qui sont connues. Et maintenant, si nous, effectivement, on décide de quitter, ça peut poser un problème en ce moment-là, parce que ces partenaires occidentaux ne connaissent pas l'AES en tant qu'entité. De toute façon, la négociation ayant été faite avant qu'eux n'existent, ils ne peuvent pas être impliqués directement. Et comme vous l'avez dit aussi, le fait que l'Union européenne est effectivement, l'Union africaine plutôt, avec ses différents blocs, et c'est quelque chose qui est admis et qui était accepté. Maintenant, effectivement, il y a une nouvelle situation. Mais je me dis que, ça c'est les juristes qui peuvent vous le dire, dans le cadre des relations internationales, à mon avis, ça devrait être négociable.
Mais certainement, ce sera, à mon avis, à nos détriments. Parce que, bon, comme je l'ai dit, la capacité ou la force de négociation est forte lorsque vous êtes nombreux. Et du reste, je l'ai aussi indiqué que la capacité de négociation de la CEDEAO aussi pourrait s'amenuiser du fait que les autres sont en train de quitter le groupe, quoi. Voilà, je pense que ça répond aussi à la question de M. Yacouba Ouédraogo. Si la négociation, quelle est notre capacité face aux autres de la CEDEAO? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose de... Ça dépend des moyens de pression. C'est ceux qui négocient ça connaissent. Il y a des moyens de pression possibles qui peuvent jouer en faveur de l'un ou l'autre groupe. Je crois que c'est peut-être ça que nos gens, si on veut vraiment insister dans ce sens, c'est de savoir quels sont les leviers qu'on peut actionner pour pouvoir avoir ce qu'on veut au niveau donc des autres. Je crois que c'est pour l'essentiel les questions qui me concernaient directement ou indirectement. Les autres questions étaient directement adressées aux autres. Je crois que voilà, j'en ai fini, Monsieur le Président. Merci bien, professeur Ouédraogo. Nous allons passer la parole au dernier panéliste. Donnons le temps au colonel pour qu'il présente. Il y a beaucoup de questions pour lui. Il va bien les présenter. Je voudrais dire une chose pour les jeunes. La Mauritanie, là, vous savez que la Mauritanie a écrit, en 2001, je crois, et a motivé son retrait en disant notamment que la Mauritanie, là, elle est davantage l'un des piliers du bloc maghrébin. Vous avez clairement, hein? Voilà. Et a dit que le peuple mauritanien n'est pas un peuple de l'Empire du Mali, mais plutôt est l'épicentre de l'Empire d'Aoudagos. Ce qu'ils ont dit, c'est très grave, il faut comprendre. Hein? C'est pour ça qu'après, quand ils ont voulu revenir, les autres ont refusé. C'est le seul pays qui a... Mais en réalité, c'est quoi? C'est que la CEDEAO avait diligenté une sorte d'enquête, je mets enquête en griffe, en 98 et 99, sur les faits d'esclavage. Et ça avait fâché un peu les dirigeants mauritaniens. Vous savez un peu comment c'est une société bipartite, avec encore des survivances vraiment moyenâgeuses. Voilà. C'était juste la parenthèse pour les plus jeunes. Merci beaucoup, doyen. Merci beaucoup pour les questions. Je crois que j'ai le rôle le plus difficile parce que ce sont les dernières questions et je vois les formes qui sont en train de s'arrondir par moment et d'autres qui sont presque même pas là. Je pense que toutes ces questions méritent encore une fois de plus toute la franchise qu'on voudrait donner et ça montre aussi tout l'intérêt que vous y accordez. Guédiouma, sur la première question, qui est en fait, moi je crois, le centre ou le cœur de toutes ces réflexions, est-ce que en fait, la CEDEAO est-il un frein en fait, à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent? Parce que dans la réponse, dans le cadre du communiqué, c'est un des arguments qui est avancé, en disant simplement que la CEDEAO n'accompagne pas suffisamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est exactement ça. Votre question est un petit peu ça. Alors, maintenant, 2-3 arguments. Le premier argument, je dirais simplement que, oui, dans l'argument que les pays de l'AES ont avancé. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, avec les moyens dont elle dispose, qui est la force en fait en attente de la CEDEAO, devrait être mobilisée depuis au moins une dizaine d'années pour accompagner les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et cela n'a pas été fait malheureusement. En 2012 exactement, lorsque le Mali en a fait en fait les frais, effectivement, il y a eu beaucoup d'activités en fait de la CEDEAO. Oui, demain on va mettre en place la FAC, après-demain on va mettre la FAC. Finalement, pour des jeux encore politiques et des questions d'intérêt, et on les a supplantés encore une fois de plus pour la question de la lourdeur et de l'opérationnalisation en fait de la force en attente de la CEDEAO. Donc c'était le premier argument qui a été avancé, parce que je me rappelle encore une fois, ça fait plus de 4 ans, vous avez un semblant, je l'assume, hein,
de programmes au niveau en fait, de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, avec un financement de l'ordre des milliards dont la CEDEAO elle-même ne peut pas mettre un seul franc. Donc, à partir de là, comment elle accompagne en fait, les autres pays qui semblent plus ou moins éloignés? Et dans cette lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, vous avez ces questions de rupture qui sont en fait pour moi des questions de mutation en fait, de ces pays au même moment. Et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Pas grand-chose. Donc à partir de là, pas un frein en tant que tel, mais elle n'accompagne pas suffisamment sur le premier argument. Le deuxième argument que j'avance, oui, ça peut être un frein encore. Pourquoi? C'est au regard de la dimension géographique. Rappelez-vous, depuis 2006, lorsque le Mali a été confronté aux premières attaques terroristes et tout le reste, que ce soit ici, au Niger ou même ailleurs, on disait non, le Mali était le ventre mou de la lutte contre eux. Oui, clairement, c'était le ventre mou en fait d'une chaîne, alors que la chaîne n'a jamais existé. On ne s'est jamais mis dans une coalition intégrée en disant que cette menace qui dépasse nos frontières doit être traitée de manière transfrontalière. La menace, elle n'a jamais connu de frontières. Et là, on a compris maintenant que cette menace, aujourd'hui, est planifiée en fait à Ouaga. Demain, en fait, à Niamey, on a les financements. Et après, demain, l'activité, en fait, elle est produite au Mali. Elle a toujours marché comme ça depuis 2006-2007. Mais on a toujours pensé que c'était une affaire d'un seul pays en attendant justement que nous soyons concernés nous-mêmes. Et dans le même ordre d'idées, la dimension justement géographique qui était éloignée, l'épicentre de la lutte contre le terrorisme, l'épicentre de toutes ces attaques, je les ai montrées lors de ma communication, c'est justement la zone en fait des 3 frontières. Et cette zone-là, malheureusement, elle n'est pas prise en compte par la CEDEAO, ni par d'autres activités, encore moins par la force en attente de la CEDEAO. Donc du coup, je crois que la réflexion qui a prévalu, c'est de dire les autres ne nous considèrent pas. Le Cap-Vert, il va te dire, bon, cette histoire, c'est loin. Du côté de la Gambie, on va dire, non, cette histoire, c'est loin. Du côté encore du Libéria, on va dire que c'est loin. Donc, pourquoi ne pas recentrer suffisamment nos efforts sur un espace et, comment je veux dire, renforcer davantage ce qu'on appelle l'unité d'action, en fait, militairement, pour pouvoir agir. Et là, vous êtes beaucoup plus flexible sur les questions de prise de décision, parce que les stratégies ne sont pas prises à 15, elles ne sont pas prises à 20, elles sont prises en fait à 3, et ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, de par la proximité géographique aussi, font que, et la continuité en fait de nos peuples, font qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin d'aller chercher du côté de Ouéguia et d'aller chercher en fait du côté de Sikasso, que d'aller du côté en fait du Nigeria et autre chose. La preuve, sur la question lorsque le G5 Sahel a été mis en place. Rappelez-vous de la configuration opérationnelle du G5 Sahel. Il y avait 3 fuseaux, d'accord? C'est des zones d'action. La première zone d'action appartenait au Mali, c'était du nord au sud. Vous avez une deuxième zone d'action qui était pratiquement sur la frontière du Burkina et du Niger. Donc le Burkina et le Niger prennent ça en compte. Et la troisième zone qui est une zone qui va pratiquement en fait vers le Tchad. Et tout le monde est resté dans ces frontières. Et ceux qui étaient loin vont se dire non, ils vont se débrouiller là-bas avec leurs capacités internes, pendant qu'au même moment, tous nos pays, je dis bien exception faite d'aucun pays, étaient dans les limites de nos capacités à pouvoir agir contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Parce qu'on est en train de se réformer en même temps avec nos armées qui doivent s'adapter en fait à cette nouvelle menace-là, et on doit combattre le terrorisme en fait en même temps. Comme dira l'autre, c'est extrêmement difficile de courir et se gratter, bon, je dirais plutôt la tête en même temps. Voyez-vous? Donc c'est pour cela, en fait, je pense que ce deuxième argument, moi je le garde. Troisième élément qu'on peut en fait rajouter, est-ce que, qui répond en fait à la question de mon ami, est-ce qu'il y a la possibilité d'alliance entre la CEDEAO et l'AES dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Moi j'ai dit oui. Le cadre de la FMM, de la force multinationale mixte, en est l'exemple patent. La force multinationale mixte qui regroupe le Niger, le Cameroun, le Nigeria et le Tchad, mais il fonctionne. Au lieu de créer une alliance, ce n'est pas une alliance qui a été créée, c'est une force conjointe, la force multinationale mixte qui a été créée dans le cadre de la lutte simplement contre le terrorisme dans l'espace en fait, du bassin du lac Tchad. Et ils l'ont fait
parallèlement que le Niger était membre en fait, de la CEDEAO, et la CEDEAO avait un appui, même si ce n'était simplement qu'un appui capacitaire en termes d'observation. Il y avait des membres aussi de la CEAC, parce que comme c'est une organisation, elle était transorganisationnelle, donc la CEAC aussi était membre en fait, de la force multinationale mixte. Donc est-ce que l'AES peut cohabiter en fait, ou peut coopérer en fait, avec la force en attente de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Moi j'ai dit oui. Le G5 Sahel, même si, bon, j'ai dit les écueils qu'il faut éviter, oui. L'initiative d'Accra, bon, qui n'a pas beaucoup fonctionné, mais qui a eu quand même 2 ou 3 opérations dans lesquelles en fait, le Burkina en fait, a suffisamment participé, moi j'ai dit oui. Et je reviens sur mon premier argument en donnant les derniers exemples. J'ai participé pratiquement pendant 7-8 mois en tant qu'expert des Nations Unies sur l'évaluation stratégique en fait, du Sahel, où nous avons parcouru 18 pays. Dans certains de vos pays, dont je ne donnerai pas de noms ici, c'est de dire simplement, non, les Burkinabés, voilà, ils ont leurs problèmes là-bas. Pour nous, c'est des problèmes qui sont à leur niveau et on gère notre frontière. Salam alaikum. Vous allez dans certains pays où on vous dit simplement, non, la situation politique en fait, du Mali, la position géopolitique ou la position sur la scène internationale du Mali nous gêne. Donc comment voulez-vous qu'un tel pays, qui est membre en fait, de la CEDEAO, puisse de manière complètement indépendante accompagner le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Comment voulez-vous qu'un tel pays qui doit mutualiser ses moyens avec le Burkina reste en fait dans son espace en disant simplement c'est un problème entre les Burkinabés et puis ainsi de suite? Donc moi je soutiens cela en disant qu'il était extrêmement important peut-être de recentrer encore les efforts sur un espace en mutualisant en fait les moyens, parce que l'effort de la lutte contre le terrorisme, je le dis et je le maintiens encore une fois de plus, ne peut pas se faire dans une autre dimension que dans une intégration régionale. Qu'elle soit entre 2 pays, 3 pays, 4 ou 5, elle ne peut pas, parce que la menace, de par sa définition, elle est transnationale, elle est transversale, pour ne même pas dire elle est transdisciplinaire. Et à partir de là, vous ne pouvez pas, en toute souveraineté, rester dans votre espace pour dire je vais combattre en fait cette menace qui largement en fait dépasse votre espace de souveraineté. La question du dénom de la farce, non mon cher ami. Et il y a une semaine, je disais à l'école de guerre, un séminaire là-bas, je dis parfois en fait nous regardons le monde tel que nous voudrions qu'il soit. Il faut qu'on regarde le monde tel qu'il est, et aussi que nous nous donnons les moyens de créer le monde que nous voulons. C'est extrêmement important. Non, la querelle géopolitique dans notre espace, nous ne sommes pas les dindons de la farce. Nous le devenons parce que nous voulons, lorsque nous restons en tant qu'observateurs. Lorsque nous sommes acteurs dans ce jeu géopolitique, mais nous déterminons quels sont nos intérêts vitaux, quels sont nos intérêts stratégiques et avec qui nous devrons pouvoir agir. Parce que pourquoi? Dans cet espace, la lutte, ce n'est pas parce que oui, il y a X, il y a Y, il y a Z. Non. Vous avez la route du pétrole. La création aujourd'hui en fait, des espaces, des oléoducs et tout le reste, qui vont traverser tout le Sahara pour se retrouver. Non, c'est un enjeu. Pendant que certains sont en train de faire, regardez la tour la carte de l'Afrique, ils font tout le tour pour se retrouver en fait au Méditerranée et tout le reste. Et lorsque vous avez la possibilité, à partir justement d'un de ces pays, avoir accès soit à l'Atlantique ou à la Méditerranée, mais c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que au même moment, ça limite les enjeux stratégiques de quelqu'un qui est au nord et qui ne voudrait pas. Donc, nous ne sommes pas les dindons de la farce. Nous ne soyons pas des waiters, comme on dit là. Soyons à table, discutons sur nos enjeux. Et ça, le malheur par moment en fait, de nos pays, c'est que nous ne donnons pas suffisamment de temps pour comprendre, pour analyser quels sont nos intérêts stratégiques, quels sont nos intérêts vitaux sur lesquels nous ne pouvons pas discuter.
Et c'est pour cette raison, je vais les nommer, que les États-Unis aujourd'hui sont en train de discuter avec le Niger. Pourquoi êtes-vous en train de discuter en fait avec l'Iran? Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Parce que simplement, sur la question de l'uranium, et tout le monde connaît justement cette position des États-Unis face à l'Iran sur la scène internationale, en se disant que lorsque l'Iran va avoir la bombe atomique en fait nécessaire, elle deviendra justement en fait un danger ou une puissance qui sera pas très correcte dans le cadre de sa politique en fait au niveau du Moyen-Orient. Et lorsque vous vous retrouvez avec pratiquement 30 à 40% de cet uranium-là que vous voulez donner en fait à X et à Y, mais vous devenez un ennemi. Donc la compréhension de cet enjeu-là, c'est à nous de le savoir et c'est à nous justement de la posture que nous voulons sur la scène internationale et de la prendre et de pouvoir en toute légitimité et en toute souveraineté dire je veux être avec Ouédraogo et je veux être en fait avec Traoré et je veux être en même temps avec Zongo pour telle ou telle raison. Et la diversification justement de notre coopération stratégique, elle est extrêmement importante. Il faut la mettre en jeu, cette coopération stratégique. Lorsque nous ne la mettons pas en jeu, mais nous devenons justement les dénons de la farce. Parce que nous ne comprenons pas. Et il nous faut comprendre justement cet enjeu-là. Nommer les acteurs, non, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait à cela. Tout le monde sait, on fait le point aujourd'hui de la présence des acteurs en fait dans le Sahel. Parmi en fait les grandes puissances, vous aviez la France, vous avez les États-Unis, l'Angleterre était là, l'Italie était là, on l'a dit. Que ce soit au Niger, l'Allemagne était là et tout le reste. Donc chacun de ces acteurs, évidemment, a son intérêt. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas cela. Il s'agit d'un rapport de force. Les relations internationales, c'est un rapport de force. Et ça, il faut qu'on l'intègre. Définitivement, c'est un rapport de force. Lorsque vous en avez les capacités, vous imposez votre point de vue. Lorsque comme les États-Unis, vous fournissez à peu près pratiquement 30 à 40% du financement des opérations de maintien de la paix, vous pouvez vous imposer dans le cadre de la défense munissement. C'est un rapport de force. Et lorsque vous financez une organisation comme le G5 Sahel, mais vous pouvez vous imposer sur les orientations stratégiques, sur les orientations politiques en fait, du G5 Sahel. Donc, encore une fois de plus, oui, il y avait des acteurs et chacun de ces acteurs devrait être minutieusement analysé en fonction de ses intérêts, en fonction de ses positions, en fonction de ses besoins. Et à partir de là, nous faisons nos choix en disant que je peux travailler avec X sur tel point, je ne peux pas travailler avec Y sur tel point. Et nous ne l'avons pas fait suffisamment. Lorsque nous regardons, par exemple, le cas de la MINUSMA, le cas du Mali, vous aviez des milliers d'acteurs, mais qui n'étaient pas coordonnés. On a été obligé, justement, à mettre un frein sur pratiquement toutes les activités des ONG, mettre un frein aux activités en fait, de la MINUSMA, mettre un frein aux activités en fait, du Takuba et tout le reste, le temps de voir beaucoup plus clair. Encore une fois, lorsque nous ne comprenons pas, ça devient extrêmement difficile de pouvoir agir correctement. La question sur les causes fondamentales, les causes du terrorisme. 2, 3 éléments. Le premier, on en parle, je n'ai pas voulu le développer, le phénomène terrorisme, vous le savez très bien, n'a pas de définition consensuelle. Chacune de nos institutions et dans nos juridictions, nous définissons les actes terroristes. Le phénomène en tant que tel, le terrorisme n'est défini dans aucun des pays au moins de l'AES. Ça, c'est clair. Donc, ce sont des actes terroristes. Et lorsque nous parlons des actes terroristes, c'est votre qualificatif. Lorsque je ne veux plus que mon ami Anselme soit le chouchou de la communauté internationale, mais je le traite de terroriste. Voilà les actes qu'il est en train de poser. Dans ma législation, c'est un terroriste et il est en train de faire du terrorisme. Je le qualifie, je le nomme et je le mets à l'écart. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais maintenant, dans notre cas, dans notre espace, quelles sont les causes fondamentales? Les recherches ont montré que, contrairement à ce qui est véhiculé sur les déterminants religieux
les appâts du gain, les questions identitaires et exogènes, qui ne sont que des questions complémentaires. Mais fondamentalement, il s'agit des causes socio-économiques et sécuritaires. Les frustrations relatives, les questions d'insuffisance par moment, en fait, justement, des besoins qui ne sont pas satisfaits des populations, sont justement les causes fondamentales, justement, de la prise des armes. Je vais le dire comme ça. Au lieu de tout qualifier forcément, en fait, de terrorisme. C'est des déterminants socio-économiques, purement et simplement. Et comme on l'a dit, vous avez en fait les 3 étapes fondamentales de l'action terroriste, ou du moins d'un acte terroriste. Le premier élément, qui est le premier déterminant, il vous faut une motivation. Il vous faut une motivation. Est-ce que ces motivations d'ordre, c'est du chômage, les gens en ont parlé, c'est des questions de frustration sociale, c'est des questions de marginalisation, c'est des questions de justice qui ne sont pas données et tout le reste, il vous faut une motivation. Lorsque la motivation elle est réellement là, les uns et les autres maintenant, les acteurs, cherchent les capacités maintenant pour pouvoir agir. Et ce sont ces capacités-là, en termes de d'où est-ce que je vais avoir le financement, sur quelle partie en fait je vais pouvoir agir pour avoir ma logistique et ainsi de suite. Et le troisième élément fondamental qui est celui justement de l'opportunité. Lorsque vous avez ces 3 éléments qui sont réunis, vous avez forcément un acte terroriste qui va se poser avec une justification en fait à la matière. L'ASS a fait pas mal de recherches ces derniers temps. Vous pouvez aller sur leur site et vous regardez un petit peu. Dans le même groupe, vous allez avoir 3 ou 4 motivations. L'autre va vous dire non, ma motivation, la simple, je veux être un guerrier. Je vois mon grand frère qui a rejoint tel groupe, il est revenu, il est devenu pratiquement la figure emblématique du village, ainsi de suite. Ça suffit pour rejoindre en fait un groupe armé terroriste. Deuxième motivation, il va vous dire simplement non, parce que dans mon village, on a tué un tel. Et la justice n'a pas en fait son travail. Et l'autre, il va vous dire un tel, un tel. Donc, encore une fois de plus, il nous appartient de comprendre justement ces motivations-là, de pouvoir jouer sur ces motivations pour que, en fait, in fine, nous puissions gérer définitivement ces mouvements. L'expansion du terrorisme et la présence des acteurs internationaux, quel lien? Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt, simplement c'est une question d'intérêt. Lorsque vous êtes dans un espace comme le Sahel, de manière plus globale, ou comme l'espace de l'AES aujourd'hui, où vous avez intérêt à ce qu'il n'y ait pas cette coalition-là entre les 3 pays, on fera tout pour envenimer justement ces questions de frustration sociale et tout le reste à partir d'autres acteurs. Et les preuves sont là. On n'est pas dans la philosophie. Les preuves sont là. Donc, encore une fois de plus, il faut justement qu'on puisse avoir une lecture très correcte de nos acteurs ou de ceux qui nous accompagnent. Dieu seul sait combien d'ONG aujourd'hui faisaient autre chose que de l'humanitaire. Dieu seul sait combien d'ONG faisaient autre chose que de construire des mosquées. Dieu seul sait combien d'ONG faisaient autre chose que de construire justement des chapelles et tout le reste. Mais lorsque vous regardez derrière, voilà, ça nous amène ailleurs. Donc cela me paraît extrêmement important. Je crois, et je suis sincèrement convaincu de ça, que nous sommes à un tournant de la vie de nos nations. On le ressent pas. L'histoire est en train de s'écrire devant nous. Et je l'ai dit, je suis profondément convaincu de cela. Nous sommes dans une profonde mutation. Ceux qui sont nés dans les années 60, ils vous le diront. C'est des moments très particuliers. Dans les années 90, cela a été dit. Mais là, nous sommes dans des moments où la vie de nos nations est en train de changer. Tout est en train de changer. Et cette mutation, elle est globale. C'est une mutation politique. C'est de nouveaux acteurs politiques aujourd'hui que nous avons. C'est une mutation sociétale. Mon ami parlait de nouveaux acteurs. Moi, je n'appelle pas ça des nouveaux acteurs. C'est des nouveaux citoyens, mais des citoyens de leur temps, qui sont sur les réseaux sociaux. Et tout le monde se prend pour le président sur les réseaux sociaux. Tout le monde se prend pour un ministre sur les réseaux sociaux.
Tout le monde se prend pour le directeur sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai mon smartphone, mais je me donne tous les moyens. En tout cas, les moyens acceptés par les législations dans le cadre de la cybercriminalité et tout le reste qui ont été faits. Mais voyez-vous, ce n'est pas des nouveaux acteurs, c'est des citoyens de leur temps. Et ça, il faut qu'on intègre ça aussi dans nos analyses, dans nos politiques publiques et tout le reste. Que ces jeunes-là, lorsque vous les enlevez le smartphone pendant 10 minutes, il y en a qui vont faire une crise. Non, mais c'est vrai. Il y en a qui vont tomber en syncope, ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Guédjouma, il peut faire une semaine, il n'a pas besoin de son téléphone, il peut sonner, il peut faire tout ce qu'il veut. N'est-ce pas? Moi, je peux le faire moyennement parce que je suis d'une autre génération. Mais les autres, vous ne pouvez pas. Même la nuit, ils dorment avec. Lorsque vous les déconnectez de ça, vous les déconnectez du monde. Parce que c'est leur espace. Et ça, il faut qu'on intègre aussi dans la mutation, dans la mue de nos nations. Et c'est pour cette raison, je crois encore en fait à ce deuxième argument que je voulais avancer en disant il faut qu'on s'élève encore un peu plus. La question de l'AES, à mon avis, ce n'est pas des coups de tête, ce n'est pas des coups de sang. C'est ma conviction. C'est ma conviction. C'est des moments de lumière qui sont donnés, que ce soit à un homme ou pas, ou à un pays ou tout le reste. Non. Le Mali inspire, je le dis encore une fois de plus, comme Thomas Sankara a inspiré et continue à inspirer encore. C'est extrêmement important. Lorsqu'il avait pris la parole aux Nations Unies, Thomas Sankara, pour dire ce que c'est que les Nations Unies, lorsqu'il prend la parole devant François Mitterrand, qu'il les traite même de téméraires, et on sait quelle est la suite en fait après. Mais cela a fait quoi? 87, 88, dans les années 89, on est rentré dans les mouvements 90, 91, personne n'avait plus peur en fait de la puissance en fait colonisatrice. Au moins il y avait une partie qui était enlevée. Les gens s'exprimaient directement et puis voilà. Donc c'est des moments qui sont extrêmement importants. Mandela a inspiré de par lui l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, le Mali inspire de par cette posture, cet africanisme. Ce n'est pas simplement dans l'espace AES. Au Zimbabwe, les gens ils vous parlent Mali. Aujourd'hui, c'est un phénomène planétaire. Mais maintenant, quelle est la rationalité de ce phénomène planétaire? Je n'en sais absolument rien du tout. Et c'est ça, en fait, justement, la question. Et à mon avis, lorsque nous sommes, en fait, dans un mouvement d'ensemble, comme nous sommes en train de se connaître, effectivement, je pense qu'il faut l'accompagner avec de la pensée, il faut l'accompagner avec la force de proposition et il faut accompagner cela avec beaucoup de mansuétude. C'est que malheureusement, la CEDEAO n'a pas su faire. La CEDEAO n'a pas compris que son espace est en pleine mutation. Et elle est restée encore il y a encore 10 ans ou 20 ans en arrière. Lorsque, en fait, mes aînés parlent, effectivement, de comment il faut encore restructurer ou réinventer, en fait, la CEDEAO, parce qu'elle est en retard. D'où la vision 2050, la CEDEAO des peuples, oui, machin, avec les différents scénarios qui vont très bien. Mais le fond, c'est que la CEDEAO, dans son architecture, dans son mécanisme, dans ses réponses, elle est complètement en retard. Et lorsqu'on est en retard, il faut se mettre à jour et il faut accompagner justement ces différents pays-là. Encore plus fort, s'il vous plaît, pour les panélistes. Avant que je ne passe donc la parole à Somda du CGD, vous savez que les organisateurs ont placé la barre très haut. Quand nous entrions dans cette salle, avec la qualité des intervenants, nous savions que les interventions allaient de très haut niveau et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle la prévisibilité. Tout s'est passé comme nous l'avions prévu et espéré. Encore une fois, merci aux panélistes, s'il vous plaît. Merci à vous-même, hein. Merci à vous-même vraiment pour l'assiduité et puis la discipline, franchement la discipline. Voilà. Et je voudrais donc laisser la parole donc, au CGD. Je vous donne une petite parenthèse de 1 seconde. Vous savez, moi j'ai un promotionnaire de stage de l'école l'ENA France qui est de mère nigérienne
Et bon, il est français, sa maman est nigérienne. On est ensemble sur un groupe WhatsApp. Et avant-hier, il m'a dit que est-ce que lui, ses frères nigériens là, est-ce qu'ils comprennent ou est-ce qu'ils prennent les dispositions par rapport à ce qui veut dire chasser les États-Unis, qui n'a rien à voir avec chasser les Français. Et il dit, non, et puis il dit que si j'ai une possibilité, alors, donc je l'ai dit au professeur Naré, il a dit, en fait, l'erreur fondamentale et fatale peut-être pour les Nigériens, c'est de laisser croire qu'ils sont en capacité de vendre leur uranium à l'Iran. Ce que la Russie elle-même ne fait pas. La Russie qui a le plus grand stock d'uranium au monde. La Russie ne vend jamais d'uranium à l'Iran. Vous savez pourquoi? Parce que, évidemment, Israël pourrait tomber sur le Niger. Israël peut attaquer le Niger. C'est une situation qui est incroyable, qu'on ne conçoit pas. Mais si le Niger livre 1 mg d'uranium à l'Iran, Israël pourrait attaquer le Niger. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole au nom du directeur exécutif du CGD, le docteur Thomas Ouedraogo, pour, dans la même veine que le grand frère Séré Kalifara, traduire toute ma gratitude aux panélistes et à cette assemblée qui est restée très alerte depuis le matin jusqu'à quasiment 14h moins. Donc vraiment, dire merci. Merci au professeur Idrissa, au professeur Naré, venu du Niger, au colonel Bakayoko, grand frère, merci. Au professeur Marshal Zongo, qui a été saisi un peu en retard, mais qui a promptement réagi. Vraiment, je voudrais qu'on fasse un banc pour eux. Et merci aussi au modérateur, je ne vais pas oublier, qui est membre de notre groupe de réflexion. Voilà. Et enfin, merci à vous-même. En tout cas, ce fut 2 journées de réflexion assez enrichissantes parce que hier, on l'a souligné, on n'a pas voulu poser ce débat immédiatement lorsque la décision de retrait a été annoncée, notamment le 28. Et en tant que structure savante, je veux parler du CGD, on voulait laisser un peu la tambouille, la température retomber un peu pour poser froidement le débat. Je pense que ça, c'est cet exercice qu'on s'est prêté et on n'a pas de regret. On a eu vraiment droit à des débats très riches et dont les recommandations phares seront en tout cas articulées, agrégées au niveau du CGD et voir comment adresser cela avec la démarche plaidoyer auprès des pouvoirs publics. Donc je pense que c'est ça notre démarche. Et en tout cas, grandement merci. Bon après-midi. Que Dieu bénisse et protège le Burkina. Et l'AES. Que Dieu bénisse et protège l'AES. Et la CEDEAO aussi.